Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente de vous parler de mes travaux de recherche qui découlent de ma thèse, qui porte sur les étudiantes de l'international et les violences sexuelles. Alors, est-ce que les étudiantes internationales sont vulnérables parce qu'elles viennent de l'étranger? La réponse, c'est non. En fait, c'est à cause du statut. Contrairement à ce qu'on pourrait penser ou à ce qu'on peut même voir dans la littérature, il n'y a pas quelque chose de fondamentalement unique ou de fondamentalement différent qui ferait que les étudiantes de l'international seraient vulnérables, particulièrement vulnérables, ou quelque chose qui ferait qu'elles se distingueraient complètement des étudiantes nationales. Et c'est à partir du statut d'étudiante de l'international que qu'il faut réfléchir les violences sexuelles à l'encontre des étudiants et des étudiantes qui arrivent de l'étranger, mais aussi qui vont à l'étranger. Alors, pour expliquer tout ça, je vais y aller en 4 parties. D'abord, je vais parler du statut d'étudiant international. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière ce statut-là? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important en recherche et en prévention? Par la suite, je vais présenter quelques résultats de recherche pour montrer quand est-ce que le statut est un facteur de risque et surtout pour qui. Et ensuite, on va conclure par une discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour la suite, que ce soit dans nos travaux de recherche, mais aussi en prévention et en intervention. Mais déjà, lorsqu'on parle de violences sexuelles et d'étudiantes internationales, on touche à deux grands enjeux, la mobilité des personnes étudiantes et les violences sexuelles dans les milieux d'enseignement supérieur. Et même si les deux enjeux ont reçu beaucoup d'attention, que ce soit ces dernières années, mais de façon générale, de la part de chercheurs, chercheuses, de la part des médias, de la part des politiques, ils sont rarement abordés ensemble. Et juste pour mettre la table, je vais parler un peu plus de mobilité de personnes, d'éducation internationale. En fait, franchir des frontières pour étudier, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et si pendant plusieurs siècles, ça a été réservé aux personnes les plus aisées, c'est devenu un phénomène qui s'est beaucoup répandu et qui s'est intensifié depuis plusieurs décennies maintenant. Et en 2019, on estime qu'il y a 5 millions de personnes dans le monde qui réalisent une partie ou l'ensemble de leurs études à l'extérieur de leur pays de citoyenneté. Mais au-delà des personnes, ce sont plusieurs acteurs qui participent à ce marché très lucratif que représente l'éducation internationale. Donc, on parle de pays, de gouvernements, de collèges, d'universités et qui sont impliqués dans ce marché. Et on parle de plus en plus et on dénonce une pression à internationaliser. Donc ça fait référence à essayer d'attirer le plus de personnes qui viennent de l'étranger ou offrir plus de programmes à l'international. Et on dénonce de plus en plus l'importance qui est donnée à des intérêts économiques au détriment de la sécurité et du bien-être des personnes. Et souvent, ce sont des crises comme la pandémie qui révèlent les circonstances précaires et parfois inhumaines qui constituent l'envers du décor. Mais déjà, qu'est-ce que ça implique, le statut d'étudiant ou d'étudiante internationale? En fait, c'est plusieurs zones grises au niveau du droit et qui ont des implications pour la sécurité des personnes. Déjà, quand on parle de statut, on est dans une position qui est complexe et qui est à la fois déterminée par le pays d'origine, le pays d'accueil et les institutions d'éducation. Donc, c'est d'abord une catégorie administrative qui dépend du pays d'origine ou de citoyenneté euh, et qui est aussi déterminée donc, par les institutions, les pays d'accueil, mais aussi les relations entre tous ces éléments-là. Et ça donne une position complexe qui distingue cette forme de migration temporaire d'autres formes de migration. Donc, par exemple, quand on immigre dans un autre pays de façon permanente ou même temporaire, mais pour le travail.
Et les droits, les privilèges, les ressources et les informations qui sont données, elles dépendent de ces dynamiques-là et elles peuvent changer de façon complètement arbitraire. Et je vais juste prendre l'exemple de l'accès à la santé. Donc, on n'a pas accès à la couverture médicale prévue dans son pays de citoyenneté parce qu'on est à l'extérieur de son pays d'origine. Mais parfois, le pays d'accueil ne prévoit pas en fait d'accès à la santé pour les résidents qui sont temporaires. Ou bien l'accès en fait peut dépendre des accords entre les institutions puis le pays d'accueil. Parfois, une institution publique peut permettre un meilleur accès à la santé, mais pas une institution privée ou un collège privé, par exemple. Et ce que j'explique là, c'est pas, je ne prends pas nécessairement l'exemple du Canada en tant que tel, mais c'est vraiment quelque chose à l'échelle du monde qui, euh, qui s'observe en fait. Et cette position de subordination qui dure évidemment juste le temps du statut dépend des conditions en fait qui régissent le statut. Mais c'est pas tout. Le fait que le statut représente légalement moins de droits, euh, ça existe partout. C'est légal, c'est mis en place partout parce qu'évidemment, il n'y a pas de règles qui dépassent les frontières nationales. Mais les implications dans la vie des personnes dépendent de comment elles sont perçues et de la durée de leur séjour. Et comme les personnes, ou comme le statut, pardon, n'est pas dissociable d'autres caractéristiques, bah, les personnes qui deviennent temporairement étudiants ou étudiantes de l'international vont aussi faire face à des discriminations qui sont liées au genre, au niveau socio-économique, à la nationalité, à l'origine ethnique, etc. Donc, quand on s'intéresse au statut, ça nous permet d'examiner comment toutes ces expériences-là reflètent de plus grands enjeux de pouvoir, de privilèges et finalement, en fait, d'injustice sociale. Alors, quand, quand je vous dis étudiant ou étudiante de l'international, c'est quoi la première image qui vous vient en tête? Je pense que c'est important de se poser cette, cette question-là parce que souvent, euh, on peut avoir tendance à mettre tout le monde dans le même sac ou dans le même panier ou avoir des drapeaux finalement tout d'abord. Alors qu'il y a beaucoup de variations à l'intérieur de cette catégorie-là. Les expériences, les personnes en fait varient selon leurs caractéristiques individuelles, le genre, la classe sociale, l'orientation sexuelle, le âge, le temps aussi. Quand on vient d'arriver versus quand ça fait plusieurs mois qu'on fait nos études. Est-ce qu'on est inscrit en première année ou est-ce qu'on est inscrit dans les cycles supérieurs? Et on constate aussi des variations importantes, même au sein d'une même nationalité. Il y a aussi beaucoup de variations en fonction des destinations, du type d'institution. Est-ce qu'on s'inscrit dans une université en zone rurale, en zone urbaine? Est-ce qu'on s'inscrit dans un collège universitaire, dans une université d'élite? Et c'est quoi aussi la durée du séjour? Est-ce qu'on est là pour quelques mois, le temps d'un échange? Est-ce qu'on est là pour un diplôme collégial, universitaire? Est-ce qu'on est là pour plusieurs diplômes universitaires? Donc, tout ça fait varier ce groupe qui coche la, la catégorie statut. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas vraiment parler d'un ou d'une étudiante internationale moyenne ou typique, qui n'a pas vraiment d'expérience type qui finalement ressemblerait à toutes les autres. Et quand on examine de plus près la recherche scientifique qui traite de la mobilité des étudiants et des étudiantes, on peut dégager plusieurs constats. Déjà, c'est une très grande discipline qui s'étend à vraiment plusieurs sous-domaines, que ce soit
le management, le counseling, la géographie, le marketing. Et il n'y a pas vraiment de vision ou de théorie unie sur les personnes qui sont concernées. Mais quand même, de plus en plus, ça fait quand même, peut-être dans la dernière décennie, plusieurs chercheurs, chercheuses font des constats ou relèvent des pratiques qui sont problématiques dans la recherche. Donc, par exemple, oui, certes, une discipline qui produit énormément de recherche, mais aussi une discipline qui a tendance à se concentrer sur les problèmes. Bien sûr, les étudiants, les étudiantes qui viennent de l'étranger ou qui vont à l'étranger peuvent faire face à des difficultés, mais il n'y a pas de consensus quant à l'ampleur de ces difficultés. Et au contraire, en fait, il y a des chercheurs, chercheuses qui font le constat qu'on a l'impression de tourner en rond en termes d'enjeux, de problèmes, en fait, et qu'on voit ces problèmes comme étant quelque chose de fixe ou des carences qu'on doit corriger. Et ça, c'est ce qu'on appelle la perspective déficitaire. Et c'est à la fois le fait de... Ça ne s'applique pas qu'aux étudiants ou étudiantes de l'international, mais c'est le fait de voir cette population comme un groupe homogène et d'attribuer tous les problèmes à des déficits ou des carences individuelles qu'il faut venir corriger. Et pour dépasser cette vision et pour tenir compte de l'hétérogénéité de ce groupe, plusieurs se demandent encore depuis plusieurs années si c'est même approprié d'utiliser la distinction entre étudiants national, international pour décrire les besoins et les expériences des personnes. Donc, par exemple, plusieurs personnes étudiantes peuvent vivre des défis liés à la transition aux études universitaires. Dans la population nationale, ces défis peuvent être liés à l'âge, au statut socio-économique, au fait d'aller en zone urbaine pour la première fois, pour toutes sortes de raisons en fait. Donc même la population, entre guillemets, nationale n'est pas homogène ou uniforme non plus. Et dans la population internationale, les défis ne sont pas non plus uniformes. Parfois, la langue d'enseignement peut être la langue maternelle. Parfois, les membres de la même famille peuvent avoir été dans la même université. Parfois, on peut avoir étudié dans le même système éducatif. Donc, quand on a une vision trop restreinte de ces populations, ben, on omet les similarités et les distinctions qui peuvent exister à l'intérieur de ces deux catégories, mais aussi entre elles. Et en fait, porter attention au statut, c'est aussi reconnaître que statut, même si c'est à la base une catégorie administrative, c'est pas une catégorie qui est neutre, mais c'est une catégorie qui est associée à toutes sortes de discours et de représentations. Et c'est important de se demander, mais qui compte quand on parle d'étudiants ou d'étudiantes de l'international? Parce que souvent, les personnes de régions ou de pays similaires, donc par exemple des personnes des États-Unis qui vont étudier au Canada, ou alors des personnes de Grande-Bretagne ou d'Australie qui vont étudier aux États-Unis, on n'a pas tendance à les voir comme des étudiants ou des étudiantes de l'international, mais qui pourtant ont quand même ce statut et font quand même face aux enjeux qui sont reliés au statut dont j'ai parlé plus tôt. Les personnes qui n'ont pas aussi des difficultés typiques ou attendues, donc par exemple des difficultés liées à la maîtrise de la langue, vont pas non plus être perçues comme des étudiants ou des étudiantes de l'international, et ces personnes elles-mêmes vont pas non plus se percevoir comme ça, même si toutes ces personnes-là peuvent aussi faire face à des stéréotypes, des discriminations, aussi avoir besoin de ressources. Et c'est qu'en fait, être étudiant international, c'est souvent associé à des représentations qui sont contradictoires et parfois déshumanisantes. Et ces représentations-là peuvent avoir un impact sur le traitement qu'on réserve aux étudiants et étudiantes de l'international. Parfois, on peut les voir comme des consommateurs. Donc, quand on les voit comme des consommateurs, consommatrices, donc on ne leur doit que des informations publicitaires.
ou bien comme des menaces au territoire, à la compétition, au bien-être des étudiants nationaux, par exemple. Donc, on va vouloir restreindre leurs droits, ou bien comme des personnes passives qui ont des déficits. Bah, à partir de ce moment-là, euh, on va vouloir offrir du soutien qui vise à corriger ces carences. On peut aussi les voir comme des populations qui sont fondamentalement vulnérables. Tout ça participe du discours autour de la passivité. Et finalement, beaucoup de chercheurs constatent que ben, même quand on les voit de façon vulnérable, ça n'aide pas parce que, OK, disons que c'est une population vulnérable, ben, en termes de priorité, ils vont souvent être à la fin des groupes qu'on va considérer dans l'allocation des ressources, par exemple. Et évidemment, les personnes qui occupent, encore une fois, temporairement ce statut ont peu d'emprise sur ces représentations et sur les discours qui les accompagnent. Et on les voit rarement comme des personnes complexes, des personnes qui ne sont pas uniquement étudiantes, qui ne sont pas uniquement de l'international ou qui vont à l'étranger. Et donc des personnes finalement pour lesquelles étudier à l'étranger, c'est une partie de leur trajectoire. Et si je prends le temps de présenter tous ces enjeux, c'est pour mieux comprendre l'état de la recherche sur les violences sexuelles et les étudiantes de l'international. Alors là, si on plonge un peu plus sur ce que nous dit la recherche sur les violences sexuelles et les étudiants et les étudiantes de l'international, on se rend d'abord compte que c'est un sujet qui est négligé ou bien dilué. Même s'il y a des décennies de recherche d'un côté comme de l'autre, le sujet des violences sexuelles, on n'en parle presque pas. Les violences sexuelles, incluant l'agression sexuelle ou le harcèlement sexuel, sont souvent mentionnées dans d'autres difficultés que rencontrent les étudiantes. Euh, c'est un problème caché et fréquemment rapporté. Et les quelques études, j'en ai repéré moins de 10, empiriques, on en a qui existent, mais on en voit de plus en plus. Elles proviennent majoritairement des États-Unis, Canada, Australie, Corée du Sud, Italie, comme pays d'accueil. Donc, ces études-là, par exemple, se sont intéressées aux étudiants et étudiantes qui viennent de l'étranger et la victimisation des étudiantes des États-Unis qui vont à l'étranger pour leurs études. Donc, les constats que je vais faire maintenant, les limites que je vais souligner juste après, sont à partir de ce petit corpus de la littérature. Et de façon générale, le premier constat qu'on peut faire, ben, finalement, c'est les mêmes qu'on peut faire quand on parle de la population nationale, qu'il y a plusieurs variations dans les formes de violences vécues, dans les relations aux agresseurs, les types d'agresseurs, les entre guillemets types de victimes. Et il n'y a pas vraiment, comme ça a été mentionné par exemple dans la littérature, il n'y a pas euh, une, une expérience typique qui concernerait les étudiantes de l'international, les étudiants et les étudiantes de l'international. Et lorsqu'on les compare, lorsqu'on compare les populations nationales internationales, effectivement, on a constaté dans différents contextes que certaines rapportaient parfois plus de risques. Et dans d'autres contextes, le risque était similaire. Et jusqu'à présent, on n'a pas répertorié d'études qui rapporteraient moins de risques, par exemple. Mais ce que ça nous dit, c'est que c'est intéressant, ce serait important en fait de s'intéresser au statut en tant que tel pour la suite. Mais quand même si on ne dispose pas de beaucoup de recherches, je crois que c'est important de souligner certaines limites qui, selon moi,
mine le processus de recherche et perpétue en fait des pratiques critiquées dans la littérature sur les étudiantes de l'international. Et donc, je vais en souligner quelques-unes et comme vous pouvez le constater, on est vraiment à chaque étape d'une recherche, donc que ce soit dans la collecte des données, les analyses réalisées, les résultats rapportés, mais encore les explications avancées, il y a plusieurs éléments qui sont problématiques. D'abord, dans la collecte de données, bah, le statut est défini de façon très variable et de façon qui ne reflète pas en fait euh, comment on définit les étudiants et étudiantes de l'international dans la littérature. Euh, Parfois, c'est des personnes non anglophones, des personnes nées à l'étranger ou des résidents depuis moins de 5 ans. Donc, on peut être amené à se demander ben, finalement qui est représenté euh, dans ces études. Je précise encore que, par exemple, les résidentes permanentes vont avoir accès à des droits et des ressources, mais pas les résidents temporaires. L'information qui est donnée, par exemple, va aussi dépendre des relations aux institutions ou à l'université. Et il y a des différences et des similarités sur la base du statut uniquement au sein d'un même groupe ethnique, par exemple. On commence à voir de plus en plus d'études sur les Asian Americans ou les Américains asiatiques et les étudiants étrangers, étrangères qui viennent d'Asie. Les analyses aussi sont souvent limitées. Ah non, les analyses, quand on n'exclut pas les étudiants et étudiantes de l'international, parce que ça arrive aussi, elles sont limitées à la grande catégorie nationale-internationale. Donc, ça ne permet pas de voir en fait quelles variations il pourrait y avoir. Parfois, on inclut le genre, mais c'est juste que ça ne va pas nous dire qu'est-ce qu'il y a en fait à l'intérieur de cette grande catégorie. Pareil pour les résultats, parfois les résultats ne sont pas rapportés, parfois ils ne sont pas discutés, ou parfois ils ne peuvent pas être discutés parce qu'il n'y a pas assez de recherche sur le sujet. Et donc, en fait, on est vraiment dans quelque chose qu'on continue de négliger. Parce que souvent, statut ou étudiant international, ça va être peut-être une catégorie qu'on va utiliser comme en plus et ça ne va pas faire l'objet l'objet en fait central de la recherche qu'on peut mener. Et pour les explications avancées, là aussi, on est quand même limité. Les explications, c'est que souvent, on attribue la violence sexuelle à une mauvaise communication, que ce soit chez les étudiants nationaux, internationaux jusqu'à présent, alors que c'est moins comme ça qu'on voit les choses dans la grande littérature sur les violences sexuelles. Et donc, les personnes étrangères, parce qu'elles viennent de cultures différentes, elles auront plus de difficultés. Et ces difficultés-là, en fait, expliquent que les femmes seraient victimes et les hommes agresseurs. Et c'est les mêmes arguments qui sont employés pour expliquer la victimisation des femmes. Donc, quand elles viennent de l'étranger, c'est parce qu'elles ont été socialisées à être passives. Quand elles vont à l'étranger, c'est parce qu'on pourrait les percevoir comme étant libérées sexuellement. Et, ou bien, en fait, c'est parce que les étudiantes internationales, elles sont particulièrement vulnérables parce qu'elles ont l'air jeunes, elles ont l'air curieuses, elles manquent de familiarité avec la culture locale, elles ne parlent pas ou peu la langue. Et c'est des façons de voir qui sont problématiques, mais en plus d'être problématiques, on dispose aussi de, encore une fois, pas beaucoup certes, mais on dispose de données empiriques qui suggèrent le contraire. Mais on perpétue en fait une vision déficitaire qui aide ni la recherche, ni la prévention, et encore moins les personnes concernées. Alors,
ça fait quand même pas mal de temps que je parle et donc je vais reprendre le fil. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé du statut et je l'ai défini comme une position temporaire, j'insiste là-dessus, de marginalisation ou de subordination et qui peut exacerber l'effet d'autres positions. Donc, quand, quand on a un statut, on est aussi, on ne peut pas dissocier le statut d'autres positions sociales finalement. C'est important en recherche et en prévention pour pouvoir dépasser la vision déficitaire, tenir compte de l'hétérogénéité et des systèmes de domination qui, qui sont à la base à la base des violences sexistes et sexuelles. Et là, je vais présenter quelques résultats de recherche pour voir en fait quand est-ce que le statut est un facteur de risque, pour qui, et je vais terminer par qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Alors, donc pour ma thèse, j'ai fait enfin, mes travaux en fait viennent d'une étude longitudinale. Donc on a suivi plusieurs personnes à travers le temps. Donc c'est des étudiantes de première année qui viennent de 7 universités québécoises et du Nouveau-Brunswick. Euh, et on avait un échantillon représentatif de 710 personnes, mais c'est un échantillon qui représentait plus de 36 000 étudiantes en fait, de première année. Donc nos participantes, c'était 2 cohortes donc inscrites à 2 années différentes, une inscrite en 2018, une en 2019. Et elles étaient âgées de 17 à 24 ans et 16% des étudiantes avaient le statut d'étudiante internationale. Pour la violence sexuelle, je me suis intéressée à l'agression sexuelle définie de façon large, donc incluant des comportements avec ou sans contact et qui peuvent aller jusqu'au viol ou l'agression sexuelle, que j'ai regardé à 1 mois, 6 mois et 1 an après l'inscription à l'université. Et comme analyse, j'ai fait des analyses de risque et je me suis concentrée sur 4 intersections avec le statut. Donc j'essaie de voir quelles étaient en fait les différences de risque quand on prend en considération l'âge des personnes, l'orientation sexuelle, le statut de minorité visible et la maltraitance à l'enfance. Petite minute méthodologique sur les analyses que j'ai réalisées. Je pense que c'est important de les mentionner quand même, mais je vais y aller très rapidement. La mesure excès de risque, en général, c'est utilisé en épidémiologie, mais on l'utilise en fait récemment pour essayer d'étudier de façon quantitative les effets d'un système d'oppression. Et c'est basé sur un modèle de résultats potentiels juste pour identifier statistiquement l'effet de la cause d'une variable sur une autre. Et le principe est simple. Donc, on reconnaît qu'un phénomène, n'importe lequel, est déterminé par plusieurs causes. Et on essaye d'estimer l'effet d'une cause en particulier. Et on va le faire de la façon suivante. On va prendre 2 groupes qui vont avoir des caractéristiques similaires et qui vont être similaires en tout point, sauf la cause qui nous intéresse. Et on va comparer les deux et on va pouvoir attribuer en fait un excès ou ce qu'on appelle l'excès de risque en faisant la différence entre les deux. Et cette méthode, par exemple, a été utilisée pour voir les effets du racisme et d'un niveau faible socio-économique sur le chômage. Et on a pu identifier à la fois les effets du racisme tout seul, les effets d'un faible niveau socio-économique tout seul, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse aussi, les effets en intersection des deux. Donc vraiment, entre guillemets, un effet unique
qui dépasse ce à quoi on s'attendrait si c'était juste le racisme tout seul ou juste le niveau socio-économique tout seul. Évidemment, que ce soit le racisme ou le niveau socio-économique, ce sont des systèmes qui sont extrêmement complexes. Mais ces méthodes-là nous permettent de mieux comprendre, en fait, mieux comprendre leur effet. Et les intersections auxquelles je m'intéresse, elles aussi, elles sont complexes. Et donc, quand j'examine l'excès de risque qui est relié au statut, je ne dis pas que les étudiantes internationales, elles sont intrinsèquement vulnérables, mais je fais référence à la position de marginalisation et aux enjeux sous-jacents dont j'ai parlé en introduction. Alors, ça a été quoi l'effet du statut à travers le temps? Donc là, quand on regarde sur l'échantillon au complet, donc c'était 4 étudiantes sur 10 qui ont rapporté au moins une agression sexuelle durant leur première année, et ce qui correspondait à environ 4 étudiantes nationales et plus de 5 étudiantes internationales. Et on le voit en fait, donc en saumon très pâle ou en rose très pâle, ce sont les étudiantes nationales. Donc à 1 mois, on le voit que ça augmente un petit peu. Et chez les internationales, on, on voit que l'augmentation est plus importante. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la différence de risque. Et cette différence de risque-là, elle est complètement le fait du statut. Donc, c'est les petits carrés que j'ai encadrés ici. Ce que ça nous dit, c'est que oui, le statut explique beaucoup de choses, mais une autre partie, en fait, du risque, c'est des caractéristiques, c'est un risque qui est partagé avec les étudiantes nationales, par exemple. Et la différence est significative surtout entre le premier et le 6e mois, mais pas dans la deuxième partie de l'année. Et au total, en fait, quand on fait le total sur toute l'année, les étudiantes, il y a un risque supplémentaire qui est uniquement le fait du statut. Là, donc j'ai commencé à regarder, en fait, si je regarde une intersection. Donc j'ai regardé l'intersection du statut et de l'âge. Donc j'ai comparé le statut, donc national, international, et l'âge en 2 catégories. Donc les étudiantes de 17 à 20 ans et les étudiantes de 21 à 24 ans. Et je me suis demandé, cette différence de risque qu'on peut voir, par exemple, on voit que nos barres n'ont pas toutes la même taille, donc ces différences apparentes qu'on peut voir, est-ce que c'est un effet du statut, de l'âge ou de leur intersection? Donc là, dans nos 4 histogrammes, finalement, ce sont les étudiantes internationales qui sont le plus à risque. Mais le statut ne donne pas un risque en plus chez les étudiantes internationales qui ont 21 à 24 ans. Et quand on regarde justement cette différence qu'on peut voir, elle s'explique vraiment par l'intersection entre le statut et l'âge. Donc en d'autres termes, ce n'est pas le fait d'être jeune tout seul ou d'être international tout seul, mais c'est d'être à la fois les deux qui créent ce risque supplémentaire en plus. Je me suis ensuite intéressée à l'intersection entre le statut et l'orientation sexuelle. Et là, pareil, en fait, un résultat surprenant, là, en fait, c'est le statut tout seul qui explique mieux cette différence qu'on voit. La différence, elle se situe principalement parmi les étudiantes hétérosexuelles. Et de façon surprenante, surtout qu'on a des données, par exemple, qui suggèrent le contraire, les étudiantes de la diversité sexuelle qui sont aussi internationales n'avaient pas un risque supplémentaire. La différence de risque, encore une fois, elle était plus présente
parmi les étudiantes hétérosexuelles qui avaient aussi le statut international. Là, j'ai regardé statut, minorité visible ou intersection. Donc là, on le voit encore des différences donc, de risque. Donc, les personnes qui s'identifient à une minorité visible, telle que c'est défini au Canada, donc des personnes qui s'identifient à une identité qui ne sont pas blanches visiblement. Et à comparer en fait les deux, ce qui ressort, c'est que non seulement donc parmi les étudiantes qui sont minorités visibles, nationales, internationales, donc celles qui sont à la fois minorités visibles et internationales ont un risque beaucoup plus grand, mais aussi les étudiantes internationales qui ne sont pas minorités visibles vont avoir à la fois un risque plus grand que les étudiantes pas minorités visibles mais nationales, mais aussi par rapport aux nationales qui sont minorités visibles. Donc c'est vraiment des effets croisés euh, et que c'est à la fois le statut tout seul qui ajoute un risque en plus, mais aussi le statut et la minorité visible simultanément qui rajoutent un risque supplémentaire. Et là, la maltraitance durant l'enfance, la maltraitance vraiment définie de façon très large, donc l'exposition à de la violence physique, interpersonnelle, familiale, à regarder en fait, est-ce que les personnes qui ont vécu de la maltraitance ou qui ont été exposées à la maltraitance durant l'enfance ont un risque beaucoup plus grand d'agression sexuelle à l'université. Et oui, pour l'ensemble de l'échantillon, mais quand on regarde de façon plus précise, ici, le statut ne cause pas de risque en plus quand on n'a pas vécu de maltraitance, par exemple. Et donc là, par exemple, les étudiantes nationales qui ont vécu de la maltraitance durant l'enfance ont un risque en plus comparé aux étudiantes internationales ou nationales qui n'en ont pas vécu. Mais là encore, les étudiantes internationales qui ont vécu de la maltraitance vont avoir un risque qui est beaucoup plus grand. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit en fait du statut comme facteur de risque? Est-ce que est-ce que le statut pardon, est un facteur de risque? Ben, globalement, oui, surtout dans les premiers 6 mois. Mais on a l'impression que c'est comme un effet interrupteur ou ce qu'on appelle comme switch intersectionality. Donc, en gros, quand on a un statut international, il y a un risque en plus. Et ce risque en plus, c'est à la fois une différence quantitative, qualitative, qu'on ne voit pas chez les étudiantes nationales. Mais c'est aussi des effets qui sont hétérogènes. Donc, on l'a vu, est-ce que toutes les étudiantes internationales ont un risque en plus? Ben, si on se limite, si on fait la comparaison uniquement nationale-internationale, ben, on pourrait être amené à dire oui. Mais quand on regarde plus dans le détail, on voit qu'il y a quand même des variations importantes. Alors, est-ce que c'est un statut qui rend vulnérable? Ben, pas systématiquement. On l'a vu, il n'y avait pas de risque supplémentaire pour certains groupes. Par exemple, les personnes qui n'ont pas vécu de maltraitance durant l'enfance. Et en fait, puis moi, ça a été par exemple une de mes hypothèses. Est-ce qu'on est dans quelque chose de le double jeopardy ou la double peine? Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ben, finalement, systématiquement, quand tu es étudiante internationale et que tu fais face à une autre peine, entre guillemets, ou à une autre position de marginalisation, ben forcément, automatiquement, systématiquement, ça va être pire. Ben,
Là encore, ce n'était pas forcément le cas. Puis, comme on le voit, par exemple, pour les étudiantes internationales, de la diversité sexuelle. Et je précise que là, ça ne veut pas dire que c'était un effet protecteur. Euh, mais, mais finalement, en fait, c'est pas automatique. Et euh, en fait, que ce soit le statut, l'âge, l'orientation sexuelle, le fait d'être perçu comme une minorité visible, ou l'exposition à la maltraitance, tous ces facteurs ont contribué d'une façon ou d'une autre à façonner les différences entre les étudiants. Et on serait passé à côté si on ne les avait pas regardés simultanément. Si on avait limité nos analyses aux grandes catégories, on aurait juste conclu que bah, c'est juste le statut ou juste l'exposition à la maltraitance qui sont des facteurs de risque. Et on aurait omis le risque additionnel et disproportionnel auquel font face plusieurs groupes. Par exemple, les étudiantes internationales plus jeunes euh, ou encore les étudiantes internationales minorités visibles et non minorités visibles. Je souligne très rapidement quelques points, quelques limites à propos de mon échantillon. J'ai exclu les étudiantes résidentes permanentes parce qu'elles présentent des caractéristiques qui sont similaires à la fois avec les étudiantes internationales et les étudiantes nationales. Moi, je pense que c'est une question qui serait à examiner à part, donc c'est pour ça que j'ai choisi de les exclure. L'échantillon était représentatif de façon générale des étudiantes internationales, mais dans les universités, on ne dispose pas en fait de chiffres très précis sur l'origine, par exemple, géographique. Donc, il se peut que certaines étudiantes soient sous-représentées. Donc, par exemple, des étudiantes qui viennent d'Asie ou d'Afrique du Nord qui seraient sous-représentées. Mais je ne pense pas que, en tant que telle, euh, ça puisse changer d'une façon ou d'une autre les résultats. Mais je pense que c'est important quand même à mentionner parce qu'on le voit en fait des fois dans la recherche que on va utiliser une population internationale, mais que les caractéristiques ne fitent pas entre guillemets avec les statistiques auxquelles on s'attend. J'ai pas non plus fait de distinction entre les étudiantes en échange et les étudiantes qui viennent faire toutes leurs études. Puis, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas si ça aurait changé les résultats d'une façon ou d'une autre, mais ça vaut la peine d'aller creuser cette question parce que on le sait qu'il y a des petites différences qui existent en termes de comportement, de motivation et d'expérience. Je me suis quand même limitée à 4 intersections et il y en a d'autres qu'il faut explorer. Quand même des effets inattendus qui méritent plus d'attention. Donc, par exemple, l'orientation sexuelle, le fait d'être une minorité visible, ou est-ce qu'on voit finalement que euh, quand on est international, ressembler à la majorité ne protège pas, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est important d'aller creuser ces questions-là. Mais je précise encore une fois que j'ai pas eu d'indication d'un mécanisme protecteur euh, qu'on aurait pu reconnaître comme une diminution du risque. Mais quand même, il y a eu des effets atténués, par exemple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, je pense on a besoin de meilleures recherches. On a besoin de recherches qui intègrent vraiment les connaissances qu'on a depuis des décennies sur les violences sexuelles et les connaissances qu'on a sur les étudiants et les étudiantes de l'international, évidemment sans perspective déficitaire. Je pense que se concentrer sur le statut euh, peut nous permettre de revisiter en fait certaines questions qui me semblent très importantes. Euh, Par exemple, ça nous permet en fait de mieux comprendre les enjeux. Euh, et ben, je reviens à mon exemple. Euh, une des choses que je vois souvent ou que j'ai vu à quelques reprises plus tôt dans la littérature, c'est oh, les étudiantes internationales ne rapportent pas ou ne dénoncent pas les violences sexuelles parce que
elles viennent de cultures shame, en fait, ou de cultures où est-ce que c'est tabou et ainsi de suite. Ben, moi, j'ai pas vu ça, par exemple, au niveau des chiffres. Euh, et, et OK, peut-être que ça existe aussi, mais c'est aussi de se demander, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi autre chose? Comment le statut peut rendre plus compliqué, sachant tout ce qu'on sait aussi sur euh, ben, le fait que de toute façon, beaucoup de violences sexuelles ne sont pas rapportées, que c'est des enjeux qui sont très complexes pour toutes les étudiantes, toute la population plutôt universitaire, et se demander en fait en quoi le statut rajoute une difficulté supplémentaire ou pas. En fait. Euh, donc voilà. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Euh, je pense que c'est très important de communiquer des informations qui sont utiles et qui sont liées au risque. Et par exemple, les informations qu'on pourrait communiquer, c'est que le risque est plus élevé durant les premiers mois, que les agresseurs, par exemple, sont majoritairement des connaissances. Et ça, ce sont des informations utiles qui sont soutenues par la recherche. Et je pense que ça demande de faire attention parce que, par exemple, personnellement, le souci, en tout cas, qui m'a habité pendant que je faisais, en tout cas, mes recherches, etc., c'est comment est-ce qu'on peut avoir des explications ou des pistes d'intervention qui vont pas mettre le blâme sur la personne, son pays d'origine et son pays d'accueil. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça à ces questions-là? Mais aussi, est-ce qu'on peut communiquer des informations sans décourager le fait d'aller à l'étranger pour faire ses études? Euh, Parce qu'au final, tout ce que ça fait, c'est limiter la liberté des femmes d'aller étudier à l'étranger. Ça reste une expérience qui peut être très enrichissante individuellement. Et donc, je ne pense pas que présenter ça comme étant euh, une expérience qui est forcément plus à risque, ça va vraiment aider. Un aspect que je vois beaucoup aussi, c'est est-ce qu'il faudrait un programme spécial international? Moi, je pense que non. Souvent, je précise, je vais quand même nuancer ce que j'avance par là. Euh, le, Souvent, cette recommandation-là, elle est souvent faite dans le sens de, oh, il y a des différences fondamentales entre les personnes internationales et nationales qui font que les internationales ne comprennent pas ou ne comprendraient pas ou ont plus de difficultés et ainsi de suite. Donc, il faut des programmes spéciaux. Et on commence à avoir plus de littérature sur la question qui montre que c'est pas une très bonne idée. Mais en plus, j'ai eu l'occasion de le tester et peut-être ça fera probablement l'objet d'une autre présentation. Mais quand on regarde un programme ou une intervention qui est efficace, je souligne efficace, même si elle a démontré son efficacité auprès des étudiantes nationales, elles peuvent aussi être efficaces pour les étudiantes internationales. Et voilà, ça conclut ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre attention, puis je reste disponible si jamais il y a des questions.